Vous souhaitiez nous faire part de votre analyse suite à l'arrêt de l'émission On n'est pas couché de Laurent Ruquier, dont on a eu l'info le 19 avril dernier. Et le principal intéressé invoque le fait que c'est sa volonté d'avoir arrêté cette émission. Mais vous aviez un regard plus général sur ce qu'est l'information et le divertissement. Alors, aujourd'hui, Laurent Ruquier était d'ailleurs a dirigé la grand-messe politique, donc des années 2013, 2015 jusqu'à nos jours, qui est une grande-messe d'infotainment, c'est-à-dire de mêler le fait politique à, disons, de la bien-pensance, de la gaudriole, de l'entre-léchage, de l'entre-soi. Bon, très bien. Ce n'est pas du tout la première émission de ce type. Des tas d'émissions putassières ont été faites avant, suivant une mode qui est née dans les années 70 aux États-Unis. Là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est alors que Ruquier dise « mais de toute façon, moi je n'en voulais plus », peu importe que ce soit vrai ou faux, son émission a été déprogrammée sèche. Parce qu'à un moment, les audiences étaient tellement mauvaises que ça ne servait à rien de maintenir quelque chose qui ne pouvait avoir de l'effet que dans un certain laps de temps. Et que dans un temps qui se termine. Je m'explique. On est d'accord tous que c'est qu'en réalité, ce n'est pas Ruquier qui a fait Zemmour, c'est Zemmour qui a fait Ruquier. Je m'explique. La formule du duo avec d'abord Zemmour et Pollack, puis Zemmour et Nolot. C'est la première phase de l'émission. En réalité, elle correspond à quoi? Elle correspond à la volonté de Nicolas Sarkozy et des siens, à l'époque, de déverrouiller certains débats particulièrement liés à l'immigration pour, disons, essayer de faire retomber la pression au sein de la cocotte minute française, d'où les débats sur l'identité nationale, etc. De l'autre côté, il y avait déjà une angoisse des grandes chaînes de télévision, donc des anciennes chaînes hertziennes, de subir les assauts idéologiques d'Internet, beaucoup plus qu'en termes de, si vous voulez, beaucoup plus qu'en termes de nombre de vues ou de spectateurs, si vous voulez. Je pense qu'ils n'ont jamais cru qu'Internet allait remplacer la télé. Là où ils ont peur maintenant, c'est la multiplication des chaînes payantes type Netflix et autres, qui sont certainement un clou dans le cercueil des anciennes grandes chaînes. Ça, c'est certain. Mais l'offensive du net, elle a été idéologique d'abord. C'est-à-dire qu'on sortait de la communication verticale, c'est-à-dire Apathie te crache dessus et toi bah, tu reçois derrière ton écran, hein, donc t'essuies tes lunettes. Alors qu'avec le web, il y avait une possibilité pour employer un vocabulaire militaire, de guérilla du faible au fort. C'est-à-dire que par un certain nombre de forums, d'utilisation des vidéos, etc., vous pouvez tout à fait répondre à un journaliste, voire lui faire beaucoup de mal. Si vous ne me croyez pas, voyez ce qui a préparé la chute de quelqu'un comme Yann Moix, par exemple. Bon. Donc, pour répondre à cette offensive idéologique, une partie, disons, des créateurs de contenu, d'émissions, et entre autres certaines hautes personnalités de France 2, se sont dit, bon, on va faire ce genre de débat, y mêler le maximum de gaudriole et d'entre-soi. Par contre, il va falloir faire entrer cette parole qu'un commissaire aux idées propres bien connu, qui d'ailleurs a eu la grande idée de dégager le plancher, qui est Daniel Lindenberg, appelait les nouveaux réactionnaires, donc la pensée réactionnaire, qui était au passage pas du tout issu, lui venant de la gauche radicale peut-être, en tout cas dans son jeune temps, mais cette offensive contre les nouveaux réactionnaires, rappelez-vous, était sur ordre de Pierre Rosanvallon,
donc l'un des papes du libéralisme à la française, hein, à travers sa collection Au Seuil, qui est la République des idées. Bon. D'où le fait Zemmour-Pollack, puis Zemmour-Nolo, qui va se poursuivre avec Natacha Polony. À l'époque, je crois, avec Audrey Pulvar. Bon, déjà, vous voyez la baisse de niveau côté gauche. Parce que Nolo, qui a bien des défauts et qui aujourd'hui se prostitue pour un plat de lentilles chez Hanouna, avant tout, Nolo est un homme de culture. Hein. Il tenait les éditions des Péninsules et autres. Bon, très bien. Or, on a fait entrer cette parole-là parce que aussi ça a aidé politiquement, parce que c'était une parole de vérité, à mettre du sel sur les plaies, mais de toute façon, les plaies se seraient infectées sans. Donc, si vous voulez, ça a eu quand même un grand effet positif. Manque de bol. La période où l'émission a marché et où elle aurait certainement continué à marcher, c'est pas uniquement Zemmour et Nolo, contrairement à ce qu'on croit, ça va jusqu'à l'ère Polony si on fait le diagramme des audiences. Ensuite, c'est la débandade parce que Ruquier reprend le contrôle idéologique de son émission, mais se voit, disons, lourdement conseillé, là nous sommes sous François Hollande, se voit lourdement conseillé de prendre chez les lieutenants entre autres chez les lieutenants de Bernard-Henri Lévy, finira d'ailleurs par les avoir face à face, effaçant toute idée de débat, parce qu'un véritable débat, c'est quelque chose où vous prenez le risque de penser différemment après qu'avant. Là, il n'y a pas, si vous voulez, la seule différence entre Yann Moix le Yann Moix officiel, pas celui qui s'illustre par ses dons de caricaturiste, mais le Yann Moix, disons, revu et corrigé par la règle du jeu. La seule différence avec Christine Angot, c'est une différence strictement hormonale. C'est-à-dire qu'il y a une hystéro et un autre, on a du mal à comprendre. Un autre au moins schizophrène, parce que bon, être un antisémite patenté, enfin en tout cas, avoir fait avoir entretenu des relations et des œuvres qui vous laisseraient penser que très lourdement, et de l'autre côté, être dans la garde prétorienne de Bernard-Henri Lévy, bon, pourquoi pas. En réalité, à partir de Hollande, et ça se radicalise avec Macron, on n'a plus besoin d'infotainment. Pour deux raisons. Premièrement, la communication gouvernementale devient elle-même de l'infotainment. Si vous ne me croyez pas, revoyez le style NDI. Deuxièmement, parce que aujourd'hui le débat est revenu au stade, disons, antifasciste qu'il avait à la fin de l'ère Chirac, c'est-à-dire qu'on ne prenait plus les faits, on disqualifiait ceux qui posaient la question à titre personnel, mais comme cette attaque par l'antifascisme d'opérette et par l'antiracisme fantomatique ne marche pas, eh bien, on a décidé d'utiliser, là par contre, d'attaquer les bases du raisonnement, non pour dire, non plus d'un point de vue moral, mais en utilisant le soupçon. C'est-à-dire qu'avant, on disait, il y a des idées ignobles et il y a des idées généreuses. Intellectuellement, c'est faux. Une idée est juste ou n'est pas. Point. Une idée n'est pas criminelle. Pour commettre l'idée ne prend pas de revolver et ne tue pas les gens. Voilà. Donc, il n'y a pas d'idée criminelle, il y a des idées justes ou il y a des idées fausses. Donc avant, on disait les idées, par exemple, de ceux qu'on n'appelait pas encore populistes, mais qu'on disait les idées des Le Pen, de machin, etc., et on se servait donc complaisamment des Le Pen pour diaboliser les idées de souveraineté, etc., et de démocratie, entre autres. Et on disait ces idées-là ne sont pas généreuses, elles ne sont pas ouvertes. Le jour où cette logocratie-là s'est effondrée, on a eu de la chance, l'OTAN, parce que c'est l'OTAN,
Je vous renvoie à la conférence de François-Bernard Huyck faite dans nos locaux et à son ouvrage sur l'histoire de la notion de fake news, a dit, bon, maintenant, on va retrouver enfin contre Internet le monopole de la vérité. En utilisant quoi? Eh bien, les fantassins de la connerie numérique, les conspirationnistes. Bon. Donc, qui vont être, si vous voulez, comme les négationnistes l'ont été dans leur temps, vont permettre la régression des libertés publiques en servant de chevaux de Troie. Bon. Donc, on n'a plus besoin de débat, parce qu'aujourd'hui, c'est fake news, c'est-à-dire fake news, ça ne veut pas dire que c'est faux. En traduction littérale, oui. Mais en utilisation politique, ça veut dire votre récit est interdit. Interdit de quoi? Du cercle de la raison. Donc on revient au cercle de la raison cher au prophète Munk, hein, que la miséricorde s'abatte sur lui. S'il prend un pot de fleurs au passage, ce ne sera pas pire. Et on revient à la pensée de l'idéologie française, etc., qui est l'arrière-fond de sauce culturelle de l'euromondialisme tricolore. Voilà. Donc, en réalité, Ruquier n'est plus utile à rien. Parce qu'aujourd'hui, on est de retour à la gouvernance par la concorde, c'est-à-dire qu'on n'oppose plus, on n'essaye pas d'utiliser les ressentiments légitimes du peuple français vis-à-vis, entre autres, de l'insécurité culturelle. On essaye de faire oublier au peuple français sa propre existence, exactement comme le voulait une partie de l'énarchie chiracienne, qui d'ailleurs est l'énarchie qui est derrière Emmanuel Macron. Quelques chiraciens, beaucoup de vilpinistes ou de fillonistes, c'est-à-dire de gens qui étaient opposés à la ligne identitaire manipulée par Nicolas Sarkozy et dont Patrick Buisson et d'autres, et je pense également à Henri Guénaud dans le fait de l'utilisation des symboles sociaux, ont été, disons, les cocus de cette affaire. Donc voilà, ne boudons pas notre plaisir. Ruquier n'est plus, c'est un bon débarras. On nous refera de la télé poubelle pour autant, mais en réalité, Ruquier était la pierre, était un vestige d'un monde qui était déjà mort. Et c'est pour ça qu'il n'avait plus d'utilité et que son émission s'était effondrée. Aujourd'hui, si vous voulez, le Ruquier était le vestige d'un temps où la démocratie française c'était cause toujours. Grâce à Emmanuel Macron, ça va être ferme ta gueule. Merci.